Alors bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle rencontre de Cannes Cinéma. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Panetier qui est directeur de plateau dans le doublage de films. Et nous avons pour cette rencontre la présence de Myriam et Enzo d'Unicité Toulon, Camille, qui est en licence cinéma à la Sorbonne, Marie, qui est en licence cinéma à Paris Diderot, et Manon, qui est en master cinéma à l'université Paul Valéry à Montpellier. Nous avons le plaisir donc de recevoir Jean-Marc Panetier, qui est traducteur et directeur de plateau pour le doublage des films, comme je vous l'ai dit. Il a vécu une longue période de sa vie aux États-Unis, comme étudiant tout d'abord, puis en tant que professeur de langue. À son retour vers la fin des années 80, il commence à travailler sur l'adaptation des dialogues en français pour le sous-titrage et le doublage de films. La liste des films sur lesquels il a travaillé est impressionnante. On y trouve aussi bien de grands succès populaires comme Aladdin, Rocketman, La La Land ou Seul sur Mars, que des films d'auteurs parmi les plus grands hein, comme Robert Altman, Milos Forman, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, mais aussi du cinéma d'animation et des séries télé. Avec sa société JMP Dubbing, Jean-Marc Panetier affiche un catalogue qui embrasse le cinéma du monde entier. Il a aussi mis en place une école destinée à former les comédiens aux techniques du doublage et de la post-synchronisation. Jean-Marc Panetier, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Alors, j'ai noté les noms, mais pas dans l'ordre. Donc, excusez-moi si je me trompe, vous me direz, hein, si je dois m'adresser nominément à chacun, à chacune d'entre vous. Ça marche, merci beaucoup. Moi, j'avais une première question pour commencer. Vous êtes adaptateur donc et directeur de plateau sur les doublages. Est-ce que vous pourriez nous définir ces deux activités, s'il vous plaît? Alors, adaptateur, directeur de plateau et également sous-titreur. Je ne sais pas si on doit en parler, mais ce sont trois activités qui tournent autour du passage euh, d'une langue à une autre, en l'occurrence d'une langue étrangère à la langue française, pour un film donné. Donc, adaptateur parce que je fais une adaptation des dialogues originaux en français selon ce qu'on appelle la synchronisation ou la synchro, pour être plus bref. On parle parfois de labial, ça veut dire les mouvements de la bouche, les mouvements des lèvres euh, à l'image, qui ne sont pas évidemment les mêmes quand on parle d'une langue, quand on parle une langue ou une autre, bien évidemment. Donc, adaptateur, ça veut dire que nous devons traduire déjà de la langue originale à la langue cible, en l'occurrence le français, déjà une traduction fidèle au dialogue, mais qui doit également correspondre au mieux au mouvement de la bouche du personnage à l'écran, à l'image, et de trouver le meilleur. La difficulté serait de trouver le meilleur compromis entre le sens des dialogues et l'illusion qu'on crée, c'est une illusion qu'on doit créer, que le personnage original, en version originale, joue en français. Alors, on sait bien évidemment que c'est pas vrai, mais on doit créer cette illusion de façon à ce que le spectateur puisse euh, entrer dans le film sans être gêné par, par des dialogues qui ne correspondent pas à ce que le film raconte d'une manière fondamentale et également parce que les mouvements de la bouche coïncident au mieux avec l'original. Donc ça, c'est le travail de l'adaptateur, qui est d'abord un traducteur, c'est important de le dire, parce qu'il faut évidemment avoir appris le métier de traducteur pour pouvoir passer d'une langue à une autre. Le traducteur va traduire le scénario original à des fins de commercialisation du film ou de vente du film avant tournage. Par exemple, pour qu'un distributeur étranger qui ne parle pas bien la langue du film puisse savoir s'il a envie d'acheter ce film ou de le distribuer plus tard. Donc ça, c'est la traduction littérale, j'ai envie de dire, à la fois des dialogues et de l'action. Et ensuite, l'adaptateur doit faire une traduction adaptée des dialogues. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est mon travail. Directeur de plateau, directeur artistique, on appelle ça artistique, c'est un bien grand mot. Enfin, on travaille
avec des comédiens, donc avec des artistes interprètes, c'est pour ça qu'on dit directeur artistique, consiste à tout d'abord trouver les voix françaises, en l'occurrence, qui coïncident, qui collent le mieux à la voix originale du comédien ou de la comédienne du film étranger. Donc ce qu'on appelle le casting. Et deuxième casquette, si je puis dire, c'est de diriger ces comédiens dans un auditorium de façon à ce qu'ils puissent interpréter au plus près de l'interprétation originale le rôle, le personnage pour lequel ils ont été choisis. Sous-titrage, un autre exercice qui consiste, comme vous le savez, à sous-titrer les dialogues d'un film en version étrangère en français, de façon à ce que le spectateur qui tient à voir le film en version originale puisse, et qui ne comprend pas nécessairement la langue, puisse suivre les dialogues en lisant les sous-titres qui coïncident au dialogue. Voilà donc les trois différentes activités dans lesquelles je suis actif depuis des années. Merci beaucoup, Jean-Marc. Déjà, c'est une belle présentation. Merci. On a donc une première question de Marie. Voilà, donc ma première question nous intéresse tout particulièrement nous, puisque nous sommes tous étudiants et étudiantes. Donc ma question est la suivante: existe-t-il une formation ou une école pour apprendre votre activité professionnelle? Alors laquelle? Parmi les trois différents aspects, vous parlez des trois Oui, voilà, oui, des trois. Oui. Je fais un petit rewind, comme on dit. Quand j'ai commencé en tant que traducteur-adaptateur, donc, il n'y avait pas de formation particulière, spécifique à ce travail, mais il fallait déjà avoir une certaine formation ou une certaine connaissance de la traduction, parce que parler deux langues, c'est bien, mais savoir transposer d'une langue à l'autre, c'est un travail, c'est un exercice qui s'apprend. Donc, il n'y avait à l'époque que des écoles de langue de traduction générale, ce que j'ai fait moi-même. Mais d'écoles de traduction spécifique à l'audiovisuel, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, heureusement, avec la demande, il y a un cursus universitaire qui s'appelle c'est la maîtrise, une maîtrise de la traduction pour l'audiovisuel et l'audiovisuel et disons l'audiovisuel en général, qui se fait à l'université. Alors il y en a à Paris, il y en a à Lille, il y en a à Nice pour les plus connus. Et ce cursus, vous y accédez pour la M1, qui est donc la maîtrise 1, avec un bac plus 3. Donc ça veut dire que vous avez peut-être une licence de langue. Et ensuite, la M2, qui est la deuxième maîtrise, deuxième partie, il faut avoir évidemment passé la première étape, qui est la M1. Donc ça, c'est pour la traduction, adaptation et sous-titrage. Donc ça existe. En revanche, pour ce qui est du métier de directeur artistique, il n'y a pas de formation. Ça n'existe pas. Donc, comment on y arrive? Par l'expérience qu'on peut avoir déjà en tant que comédien, un comédien qui aura une expérience du doublage en particulier. On comprendra la technique du doublage pour l'avoir pratiqué professionnellement en tant qu'acteur, comédien, et qui se sentira une aptitude, un désir à diriger les acteurs comme lui a été dirigé pour un doublage de film. Donc ça ne s'improvise pas non plus. Il faut avoir déjà des connaissances de ce que c'est qu'un travail d'acteur en auditorium pour le doublage et une certaine dose, j'ai envie de dire, de pédagogie aussi qui permet de pouvoir diriger un acteur de manière efficace dans un laps de temps souvent très très restreint, très limité. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Et pour le sous-titrage, je vous l'ai dit, c'est la même chose. Voilà. Donc moi j'ai commencé. Alors
pour vous donner mon exemple, il y a une majorité de directeurs artistiques, directeurs de bateau qui sont comédiens, comédiennes. Il y a beaucoup moins de cas comme le mien où on a commencé par l'adaptation, j'emploierai plus le mot traduction, on s'est compris, par l'adaptation de doublage, pour le doublage, et il y en a beaucoup moins qui se sont orientés par passion, par désir, vers la direction. Donc je fais partie de cette tranche assez restreinte, j'ai envie de dire, parce que moi j'avais déjà aux États-Unis fait entamé, même pas entamé, une carrière d'acteur. Et donc, c'est à l'époque où je me cherchais un petit peu, à l'âge de 20 ans, j'ai fait un petit peu, j'étais à Los Angeles, donc c'était quand même le berceau du cinéma américain, où j'ai suivi des cours d'acting, de mise en scène, voilà. Et puis finalement, je me suis dit non, le métier d'acteur, c'est vraiment pas pour moi. Mais plus tard, oui, pourquoi pas diriger des acteurs, parce que j'aime bien cette magie. Et ça s'est trouvé à travers le doublage qu'effectivement, je me dis, mais pourquoi pas diriger les acteurs qui font du doublage avec les dialogues que moi j'ai adaptés. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé par des séries que j'avais adaptées en français, que j'ai commencé à diriger, qui sont des séries que vous n'avez peut-être pas connues parce que vous êtes très jeune, mais qui étaient à l'époque de l'avènement de la chaîne 5, la chaîne pas Arte aujourd'hui, mais la chaîne 5 de Berlusconi à l'époque, où il y a eu un arrivage incroyable de séries américaines. D'ailleurs, j'ai eu la chance de revenir en France à cette époque-là, puisqu'on avait besoin de gens qui parlaient suffisamment l'anglais pour pouvoir adapter, traduire. Donc à l'époque, c'était les séries phares des États-Unis, c'était Happy Days, MacGyver, 21 Jump Street, j'en passe, et des meilleurs, les Feux de l'amour, pour parler des séries dramatiques. Donc j'arrive en France où, eh bien, je connaissais déjà ces séries pour les avoir vues aux États-Unis, puisqu'à l'époque, il y avait un grand laps de temps entre la diffusion, l'achat par les chaînes des séries américaines pour les diffuser en France. Il n'y avait pas les plateformes comme Netflix où maintenant tout va très vite. Donc il y avait un temps. Voilà. Et donc j'ai commencé par adapter Happy Days, MacGyver et à diriger également ces séries. Donc, pour répondre à la question, l'école, ça a été l'école de la vie, enfin l'école du doublage dans laquelle j'étais entré, qui m'a appris, avec qui j'ai appris le métier beaucoup avec les acteurs qui étaient déjà très expérimentés, qui m'ont beaucoup appris, il faut le dire. Et puis après, on s'éduque, on s'instruit. J'ai suivi ensuite des stages de formation pour la direction d'acteurs en France, en général. Oui, après, il y a tout un arsenal de, de formation continue euh, qui m'a beaucoup aidé à faire ce travail aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, ça pourrait arriver. D'ailleurs, on m'a proposé, bizarrement, au sein de l'école que je commence sur laquelle je commence à travailler, dans l'école de formation d'acteurs, on m'a dit, mais pourquoi tu formerais pas également des directeurs de plateau? J'y pense, pourquoi pas, ça peut être une occasion aussi de transmettre. J'aime beaucoup, moi, enseigner. L'enseignement, c'est ma première passion, hein, d'enseigner, donc c'est de transmettre ce qu'on a appris. Donc peut-être, je sais pas, pour le moment, c'est encore dans les cartons, on va dire. Merci. On va continuer avec une question de Manon. Manon. Comment vous choisissez les actrices ou les acteurs qui vont doubler les acteurs étrangers? Est-ce que vous faites un casting de voix, par exemple? D'abord, j'ai envie de dire, j'ai choisi par sexe. Hein, un homme sera un homme, une femme sera une femme. Quoique, parfois il y a des exceptions. L'âge, bien évidemment, c'est important. Le timbre de la voix et, euh, et le tempérament. Je dis le tempérament parce que euh, un, un, un acteur qui va doubler, un comédien qui va doubler et interpréter le rôle qui a déjà été
construit à la base par un acteur en version originale, un acteur, on va prendre un film américain pour faire simple, qui a déjà devant lui l'acteur qui double, qui a déjà devant lui le résultat d'un travail d'interprétation qui n'est pas le sien, qui est celui d'un acteur à la base, il doit pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme de fabrication et de création du personnage original pour pouvoir l'interpréter. On fait pas du perroquet, on fait pas de la, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, il faut que la voix ne suffisant pas, il faut qu'il y ait le tempérament qui soit déjà là. Et comme l'acteur de doublage qui fait du doublage n'a pas autant de temps ni de moyens de fabriquer son personnage que l'acteur original, qui a eu le temps de le créer en lisant son scénario, en le répétant avec le réalisateur et avec pendant le tournage à faire plusieurs prises selon le budget du film. Là, nous avons 2 heures, 3 heures pour un rôle, une journée maximum parfois, pour recréer l'illusion, comme je disais au début, que l'acteur original a tourné en français. Vous imaginez? Donc, il faut que je choisisse un comédien ou une comédienne dont déjà la voix se rapproche le plus possible de la voix originale, mais pas que. Il faut qu'il y ait déjà un tempérament qui soit très proche, tempérament du comédien en tant que personne humaine, en tant qu'être humain, qui soit déjà le plus proche possible de la vision qu'a eu l'acteur du personnage qu'il a interprété dans la version originale. C'est-à-dire que si le personnage de la version originale se trouve être quelqu'un d'extrêmement tendu, nerveux, angoissé, sec, avec un débit extrêmement rapide, tendu, je pourrais pas prendre un acteur français qui aura une façon d'être un peu comme ça, mollassonne. Non, on n'aura pas le temps de construire. Vous voyez, donc au départ, on prend. Après, c'est une question d'aligner tous ces critères, tous ces paramètres qui vont permettre de choisir la meilleure voie possible avec tout ce qu'elle contient, justement, de ce que je viens de dire, d'adaptabilité. Alors, pour répondre à la question du casting, on fait des castings souvent pour les rôles principaux. Pour soi-même, en tant que directeur de plateau, on a besoin d'être sûr que la voix est bien, mais que derrière la voix, il y a tout ce qu'il faut, dont j'ai parlé, pour pouvoir assurer quand même un rôle principal, important, pour rassurer et convaincre le distributeur du film qui veut être sûr que son doublage sera au plus près de la version originale. Et donc, on fait en général des essais de voix, on prend des scènes que je choisis qui sont représentatives du personnage dans peut-être son évolution dans l'histoire, avec des ruptures d'intention, et je prends un certain nombre de comédiens auxquels je pense, que je convoque dans l'auditorium, et on va dire 4 comédiens différents, et j'essaye. Et en général, je présente au distributeur 3 choix, 3 voix. Au-delà de 3, c'est compliqué. Compliqué parce qu'on n'est pas sûr. Donc déjà, j'ai peut-être une préférence, je ne la dis pas, c'est un choix à l'aveugle, le distributeur ne doit pas savoir quel est le nom de l'acteur pour pas être influencé, donc ça doit rester extrêmement objectif. Et voilà, donc ça c'est pour les rôles principaux. Je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Oui? Ah, j'entends pas Manon. Oui. Ça y est. Mon micro était coupé, Voilà. pardon. Je vous entendais plus, pardon. Oui, je disais, ça va, ça répond à la question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une petite latence, il y a une latence sur le. D'accord. Voilà. Ah, Alors, j'entends plus. oui, c'est moi, Camille. Ah, pardon. Je sais pas si vous m'entendez. Camille. C'est bon? Oui, je vous entends Alors très bien, ma Camille. ma question, c'est la suivante. Pendant le doublage, les comédiens sont-ils uniquement concentrés sur la lecture et la synchronisation, ou est-ce qu'ils doivent aussi jouer la scène? Alors, c'est une très bonne question.
Il faut vous dire déjà que les comédiens n'ont pas vu le film. D'accord. Voilà. La plus grande, à 95% des cas, les comédiens arrivent sur le plateau, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont doubler. Pour des raisons de confidentialité, ils savent pas. Donc, ils arrivent sur le plateau et ils doivent tout de suite être renseignés par moi, enfin par le directeur de plateau, du pourquoi, comment et quoi, enfin comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, vous avez déjà vu le principe de la bande rythmo vous avez déjà vu ça, comment ça se passe? Alors je vais vous dire vite fait, vous avez peut-être pas vu ça, mais vous avez le film, vous avez le studio, l'écran, la cabine avec la projection derrière, le projecteur, et la console d'enregistrement avec l'ingénieur du son. Le film est projeté sur l'écran et au-dessous de l'écran défile ce qu'on appelle une bande rythmo sur laquelle sont écrits les dialogues de chaque personnage sur des lignes différentes avec le nom du personnage avant et ce travail a été préparé à l'avance justement par l'adaptateur qui la lecture, le défilement de cette bande sous l'écran coïncide très exactement avec les mouvements de bouche. Et ça veut dire qu'il y a un repère sur la bande rythmo qui est une ligne verticale, généralement de couleur rouge, qui est ce qu'on appelle la barre de synchro. Ça veut dire que quand le texte je sais pas si on voit mes mains, mais quand le texte qui défile arrive, le premier mot du dialogue arrive sur la fameuse barre de synchro verticale, c'est à ce moment-là que ça coïncide très exactement à l'image avec les mouvements de la bouche. Donc l'acteur doit lire exactement au moment où ça passe sur cette ligne de synchro pour être sûr d'être synchrone avec les mouvements de bouche du personnage à l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle la lecture de la bande rythmo, qui a été inventée par un Français d'ailleurs. La bande rythmographique, en abrégé, c'est la bande rythmo, qui est un travail de préparation extrêmement minutieux parce qu'on doit repérer tout ce qu'on appelle les ouvertures, les fermetures de bouche. Les fermetures de bouche qui sont généralement ce qu'on appelle les labiales, les lettres B, P, M, qui font que la bouche se ferme. Et à ce moment-là, on ne peut pas écrire un mot avec une voyelle au moment où la bouche se ferme. Sinon, l'illusion, elle n'est pas créée. Bon, ça, c'est très technique, mais vous comprenez que c'est pour ça que l'acteur doit d'abord lire cette bande rythmo pour pouvoir se mettre le texte en bouche, comme on dit. C'est un petit peu au théâtre comme on dirait une italienne, vous savez, les gens se réunissent autour de la table et chacun lit avec son texte, chacun lit son personnage, ses répliques, mais de manière totalement détachée de l'interprétation, ce qu'on appelle une lecture à l'italienne. La lecture de la bande rythmo, c'est à peu près la même chose. On lit pour découvrir le texte, vu qu'on n'a pas vu le film, vous vous rendez compte, on n'a pas vu le film, l'acteur n'a pas vu le film, de quoi je parle et qu'est-ce que je dis surtout, pour le découvrir du point de vue intellectuel, du point de vue du sens, de la pensée, et également du point de vue technique, c'est-à-dire des mouvements de bouche sur lesquels il devra être particulièrement attentif si le plan est très, très serré, très gros plan, très attentif justement à être très précis dans l'articulation, la diction, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le plan est plus éloigné, plus loin, ou off, c'est plus facile. Donc, premier passage, lecture de la bande synchro. Ensuite, on repasse la scène, et là, le comédien va s'intéresser à l'interprétation. Alors, l'interprétation, ça passe par plusieurs phases. D'abord, c'est que joue cet acteur par rapport à son personnage et à l'évolution du personnage qui s'inscrit dans la narration du film, dans l'histoire du film. Que dit ce personnage et pourquoi le dit-il? Et ça, c'est le travail du directeur de plateau d'expliquer, puisque le directeur de plateau, et a fortiori, s'il est comme moi adaptateur des dialogues,
connaît très très bien le film dans toutes ses nuances et doit donc transmettre à l'acteur les tenants et les aboutissants pour qu'il comprenne vraiment la situation dans laquelle ce personnage se trouve et à ce moment-là dans le film, en sachant que difficulté supplémentaire, on n'enregistre pas dans la chronologie du film. Il se peut que pour des raisons de plan de travail avec disponibilité de tel acteur qu'on va faire jouer à tel autre, ils sont pas libres en même temps, donc on peut très bien commencer à doubler une scène qui se trouve au milieu de l'histoire, vers la fin de l'histoire. Donc vous vous rendez compte, la construction, elle est totalement totalement dans le désordre. C'est au directeur de plateau de retrouver la ligne rouge, le fil rouge, pour que l'acteur puisse être cohérent une fois que le film aura été totalement doublé de A jusqu'à Z. Donc, à ce moment-là, il doit vraiment penser à à l'intention. Et ça, c'est du domaine de l'intellectuel, la compréhension du rôle du personnage. C'est-à-dire, ensuite, il y a toute une partie non intellectuelle, j'ai envie de dire, qui n'est pas du rôle de la propre sémantique, mais de la gestuelle du corps de l'acteur original. Le corps s'exprime, il exprime son personnage, non pas seulement à travers des mots, des répliques, mais également à travers une gestuelle. À travers un regard, à travers une respiration, à travers toutes ces choses qui font que le personnage devient vivant avec non seulement des dialogues, mais toute une gestuelle que l'acteur de doublage doit retrouver à nouveau, incarner à nouveau, sinon il ne sera qu'une voix, un bruit qui n'aura pas de sens, qui n'aura pas de vie. Donc ça veut dire que l'acteur doit, ce que je leur dis, vous êtes dans un auditorium, dans le noir, à une barre qui est devant vous et un micro. Faites abstraction de ça. Imaginez que vous êtes sur le plateau de tournage à la place de l'acteur, du rôle du personnage que vous êtes en train de doubler. Faites abstraction de l'espace et du temps. Imaginez que vous êtes en plein tournage avec la caméra, en costume, etc., etc. De façon à ce que le cerveau intègre ça et se mette en mouvement, envoie des signaux pour mettre le corps en mouvement. Donc, si vous voulez, quand je fais un stage de formation d'acteur, c'est une petite parenthèse, mais qui va vous expliquer, la première fois que l'acteur voit la scène, le stagiaire voit la scène, j'éteins cette bande rythmo, on ne la voit pas, et je demande au stagiaire, en revoyant plusieurs fois la scène, d'imiter toute la gestuelle du personnage. Une fois qu'il aura totalement, là c'est vraiment du travail d'imitation, de mime, une fois qu'il aura mimé intégralement, à chaque détail près, un petit doigt qui se lève, un regard, une fois qu'il aura réussi à le faire, là on peut parler de la voix, du sens. On ne parle pas de la même façon quand on est en train de courir, quand on est assis, quand on est debout, quand on parle à quelqu'un, quand on parle à 10 personnes, quand on se parle à soi-même, quand on parle à son chien, à son chat, etc. Donc tous ces paramètres doivent être totalement intégrés le plus rapidement possible, comme l'acteur original forcément les a intégrés pour incarner son personnage. Donc lecture de la bande rythmo, premier passage pour se mettre en bouche à l'italienne. Deuxième passage, on va plus loin, en profondeur, pour pouvoir incarner ou entrer dans le corps, dans le corps de l'acteur à l'image. Une fois que ces deux choses sont réunies, à ce moment-là, le comédien qui a l'habitude de doubler, sa mémoire photographique est tellement activée, tellement développée, qu'il lui suffit de lire 2 fois la scène sur la bande rythmo, et quand nous enregistrons, il ne lit même plus la bande rythmo, il entre dans l'image, on appelle ça monter à l'image, et il y a une espèce de passerelle qui s'est créée, de fusion, de projection dans l'image, où il devient l'acteur qu'il est en train de doubler. Et ça, c'est dans ces cas-là, on est vraiment dans une interprétation au plus juste, au plus près de l'interprétation originale. Ça demande une grande expérience, une grande virtuosité, ça demande du temps, mais
pour avoir le résultat optimum, on est obligé de passer par là. Sinon, on ne fait que de la lecture et souvent on peut retrouver, malheureusement par manque, par faute de temps, surtout dans les séries où ça va très vite, on a l'impression de voir, d'entendre toujours le même doublage d'un film à l'autre, d'une série à l'autre, parce que l'acteur n'a pas eu le temps d'aller aussi profondément dans le personnage et il sera venu avec tout son arsenal de sentiments, comme dans une espèce d'armoire avec des tiroirs. Dans un tiroir, il y a la colère. Il va prendre la colère, mais la colère, c'est pas la colère. Il y a différentes colères. Il va mettre la même colère, la même joie dans tous les personnages de toutes les séries. Ce qui fait qu'on entend toujours, malheureusement, la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, nous, quand on a le temps de travailler, j'ai la chance de travailler pour des films de cinéma, on a beaucoup plus de temps pour travailler, et là, on peut vraiment aller en profondeur pour rendre justice à l'original. Je sais pas si ça a répondu à la question. Oui, hein, Camille. Oui, oui, très bien. On avait... Oui, Pardon. parce que la question, c'était quoi déjà? Oui, si concentrer sur la lecture et ça, voilà. Ah oui, ou doit-il également? Ah oui, bah, je crois que j'ai répondu, hein. Il y a des stades, Oui, des oui. étapes, couches, voilà. Mm. Ok. Parfait. On avait une question de Myriam. Myriam. Myriam, Alors Myriam, elle est où Myriam? avec Enzo. Ah oui, voilà. Ok, Myriam. Alors, pensez-vous qu'un comédien puisse être bon en doublage et mauvais à l'écran, réciproquement? Et si le doublage demande des capacités spécifiques? C'est très intéressant comme question parce que pour faire du doublage, pour être comédien et faire de doublage, on n'est pas comédien de doublage. On est d'abord comédien. C'est pas parce qu'on a une belle voix radiophonique, j'ai envie de dire, que on va pouvoir apprendre, on va savoir interpréter un rôle. C'est comme le physique, c'est parce qu'on est un physique cinégénique, photogénique, ou cinégénique, on va pouvoir être acteur ou actrice. On peut être top modèle. Donc c'est la même chose pour le doublage. Le comédien est avant tout, le comédien qui fait du doublage est avant tout comédien. Donc, c'est-à-dire que je trouve que la seule différence, c'est la technique du doublage qui s'apprend. Quand un comédien, un très bon comédien de théâtre, comme j'en ai eu, excellent sur scène, de cinéma, comme j'en ai eu, de télévision, comme j'en ai eu, viennent faire du doublage pour la première fois, ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas cette expérience, ils n'ont pas acquis l'expérience de cette technique de laquelle on doit vite s'affranchir parce qu'on ne doit plus lire la bande rythmo, ça sonne faux. Donc, vous voyez, pour dire que je pense que c'est plus facile pour un acteur qui a fait beaucoup de doublage d'être bon au cinéma et au théâtre parce qu'il a travaillé son instrument de manière extrêmement précise. Alors, la parenthèse, c'est qu'effectivement, un acteur qui fait beaucoup de doublage et pas beaucoup de cinéma, aura-t-il ce qu'on demande souvent, c'est la cinégénie, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est autre chose, c'est subjectif. Ça, c'est un autre débat. Mais s'il a, disons, la cinégénie qui lui permet aussi d'être passé à la caméra, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il soit bon. En revanche, un excellent acteur théâtre, cinéma, télévision, qui n'a aucune expérience de la technique du doublage, c'est plus compliqué. Avec des exceptions, heureusement. Il m'est arrivé, moi, d'aller faire un casting pour un film difficile où je ne trouvais pas parmi les acteurs qui font du doublage, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Tous les ingrédients n'étaient pas rassemblés, les éléments, et je suis allé au théâtre, je suis allé au cinéma, non, je suis allé au théâtre, pardon, et là, je découvre quelqu'un qui est tout à fait le personnage que je cherche du point de vue vocal, du point de vue de l'énergie, du tempérament, de l'âge, tout ce qu'on veut. C'est une histoire authentique. C'était pour le film, le doublage du film Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey et Jared Leto. Je sais
sais pas si ce film vous dit quelque chose. Donc, la voix de Matthew McConaughey est une voix attitrée, donc on l'avait. Mais Jared Leto, dans ce film-là où il joue un personnage transgenre extrêmement, il fallait vraiment quelqu'un. Et je n'avais pas trouvé. Donc, je vais voir une comédie musicale qui s'était Disco, et entre en scène un comédien absolument extraordinaire qui joue un rôle de femme, de présentatrice télé. Et pendant tout le spectacle, je ne vois que ce comédien, mais il a la voix, il a l'énergie, il a tout ce qu'il faut, le tempérament. Je vais lui demander s'il a déjà fait du doublage, parce que c'est un rôle très important. Je ne peux pas prendre un débutant. Je vais donc le voir à la sortie du théâtre, et après l'avoir félicité, je lui demande: est-ce que vous avez déjà fait du doublage? Il me dit: jamais. Ah, bon, mais j'aimerais beaucoup en faire. Et là, appelez ça de l'intuition ou je ne sais quoi, j'ai dit: bon ben, venez passer un test, une audition, on verra bien. Il est venu, il n'avait pas vu le film, dans les mêmes conditions que tout le monde. Il a regardé la scène une fois, 2 fois, 3 fois. Premier essai, pile poil dans le personnage, à tous les niveaux. Et là, il a été choisi par le distributeur, qui était UGC, donc grand distributeur, et il a fait son premier doublage dans un rôle principal et depuis, il double Jared Leto dans tous les films. Il n'avait jamais eu d'expérience de doublage. Petite parenthèse qui peut vous intéresser, ce personnage était à la fois chanteur, musicien et acteur. C'est-à-dire que souvent, je m'aperçois que les comédiens les plus souvent, hein, pas toujours, qui sont le plus naturellement, euh, euh, qui ont le plus d'aptitude naturelle à doubler sont des musiciens. Des gens qui ont le sens du rythme, qui ont le sens de la musique, qui ont une adaptabilité à la voix qu'ils ont déjà travaillé pour interpréter. Vous voyez, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, tu es là. Myriam, c'est bon pour vous? Oui. Alors, on va Ah, vous enchaîner. dites, hein, s'il manque. Oui, allez-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils le diront, il n'y a pas de problème. En plus, vous débordez un peu d'ailleurs sur plein de questions qu'on avait, donc on est en train d'en Ça, il faut éliminer. m'arrêter. Oui, il faut m'arrêter alors à ce moment-là, parce que Non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est des questions qu'on a, donc c'est bien le fil de la conversation. Et puis, on déborde Très et bien, puis on adapte les questions au fur et à mesure. C'est parfait. très bien. On a une question d'Enzo là pour continuer. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de découvrir qu'une voix choisie pour un doublage n'est pas la bonne et est-ce qu'il y a parfois des erreurs de casting? Alors, j'ai pas bien entendu. Pour des questions de son, c'était un peu haché. Ah, je vais la reposer. Est-ce qu'il vous arrive de Oui. découvrir qu'une voix choisie pour un doublage n'est pas la bonne et est-ce qu'il y a parfois des erreurs de casting? Pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Parfait. Merci. On n'a pas l'habitude, Vous Jean-Marc. ne me demandez pas ce que je fais, du coup, ce qu'on fait. Ah, mais si. Ah, On a été bon, ben surpris, en fait. Du coup, d'abord, je pleure. Je je pleure comprends. beaucoup parce que je me dis, bon, ben, je me suis trompé, je me suis planté. Donc, ça arrive. Et dans ces cas-là, ben, j'en assume l'entière responsabilité. J'appelle le distributeur, le client, enfin le commanditaire du doublage. Et écoutez, voilà, je suis désolé, ça marche pas. Ça peut arriver, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en général, on dit, ben, il faut le changer. Bon. Donc là, je pleure une deuxième fois parce qu'il faut que je trouve rapidement la bonne personne. Ça m'est pas arrivé souvent parce que justement, on peut faire des castings sur les rôles principaux, mais ça peut arriver. Alors, ça arrive en général. On peut très bien avoir choisi une voix pour un rôle, on va dire secondaire, mais important, et ça marche pas tout de suite. Bon, mais alors avec l'expérience, on se dit bon, ça marche pas tout de suite, mais il y a quelque chose, il y a une matière, il y a un potentiel, il y a quelque chose. C'est comme un sculpteur avec de la glaise. Vous savez, il commence avec beaucoup de glaise, mais c'est pas le résultat. Il a un gros tas de glaise informe. Il a pas encore la statue la sculpture qu'il voudrait obtenir. Donc après, après c'est une question de travail.
où petit à petit on amène l'acteur à aller dans le sens du personnage en prenant du temps. Et c'est ça qui j'ai envie de dire que c'est ce qui m'intéresse le plus dans la direction d'acteur. C'est que si d'un seul coup tout était facile, ça serait très ennuyeux. Donc il y a cette espèce de travail d'accouchement, j'ai envie de dire, qui est intéressant. Alors, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on pense qu'on s'est peut-être trompé. Alors au début, on panique quand on n'a pas une grande expérience du métier, puis après on sait que ben non, c'est une question de travail, une question voilà. Enfin, mais quand malgré tous les efforts qu'on peut faire et toute la volonté de part et d'autre de directeur de plateau et du comédien, ça marche pas, c'est qu'il y a eu véritablement une erreur de casting. Et là, on l'assume et voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais ça m'est arrivé, pas, et ça peut m'arriver encore, hein, parce que c'est pas une science exacte, hein, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Merci, merci Jean-Marc. On a une question de Marie qui se posait une question au tout début. Marie, en bas. Marie. Oui, voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, parce que depuis tout à l'heure, on discute donc de comédiens qui doublent d'autres comédiens. Mais moi, j'avais une question par rapport à un cas plus spécifique, quand c'est le comédien lui-même qui se double, qui fait son propre doublage donc dans une autre langue. Est-ce que c'est plus simple ou plus difficile pour eux? Et pour vous, est-ce que c'est plus simple ou plus Alors, difficile aussi? ok, Marie, donc ça veut dire que si un comédien a tourné dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est ça l'idée. Ensuite, C'est ça. est-ce qu'il aura plus de facilité à se doubler lui-même? Alors c'est une excellente, excellente, excellente question. Parce que effectivement, ça m'est arrivé de devoir travailler avec des acteurs qui ont tourné dans une autre langue que la leur. En général, ils tournent en anglais quand c'est une langue étrangère pour des productions anglo-saxonnes, hein, américaines ou anglaises. Tout va dépendre de la maîtrise de la langue étrangère qu'a eu le comédien pendant le tournage en langue étrangère. Je m'explique. Si le comédien est parfaitement bilingue ou très très bilingue, qui peut vraiment jouer dans la langue qui n'est pas une langue maternelle, mais de manière très convaincante pour un spectateur de cette langue maternelle, ça sera beaucoup plus facile. Je prends un exemple très précis parce que c'est un comédien que vous connaissez, qui est un très bon acteur dans les deux langues et qui est également un ami, qui est Lambert Wilson, que vous connaissez sûrement, enfin, en tout cas, qui lui, de par son origine, ses origines, qui a fait des études théâtrales en Angleterre, en France, et qui a commencé par le doublage. Lambert a commencé par le doublage de films avant de faire du théâtre ou du cinéma. Donc, il a déjà appris la technique du doublage avant même de jouer au théâtre ou au cinéma. Et lui, quand il tourne en anglais et qu'il se double en français, c'est absolument irréprochable. Il le fait avec une extrême facilité parce qu'il a réussi à retrouver le rythme de son jeu, l'ayant déjà interprété. Il a une mémoire de cette interprétation en anglais. Donc forcément, on sait qu'il y a une mémoire, on appelle ça ou soit une mémoire cellulaire ou peu importe, où votre cerveau vous renvoie, vous remet dans le même état de tournage et cette énergie, cette émotion que vous retrouvez par la mémoire sensorielle, vous l'utilisez pour la version française. Donc il n'a pas besoin d'aller dans l'image, de faire la gestuelle, puisqu'il a déjà fait. Donc il a une mémoire qui revient. Et puis il a joué dans une langue qu'il possède tellement bien qu'il a joué de manière très naturelle en version anglaise, donc il va jouer de manière très naturelle en version française. Maintenant, quand l'acteur français, on va dire français, ou l'actrice, a tourné dans une langue en anglais, mais pour jouer le rôle d'un Français ou d'une Française aux États-Unis, qui ne parle pas très bien la langue, et que l'acteur original français ne parle pas très bien non plus la langue, là, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans la version originale, on sait que ce personnage est français, française. On l'entend à l'accent, à la manque de naturel dans l'interprétation, qui fait partie du personnage. C'est pour ça qu'on l'a engagé dans le film américain. En revanche, imaginez en version française, quand il doit jouer dans un film, tout sera en français. Comment va-t-il interpréter un personnage de français
qui ne parle pas bien sa langue maternelle. C'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il va falloir trouver des astuces à la fois dans le dialogue français pour pouvoir recréer un autre personnage qui soit crédible dans l'histoire. C'est tout un travail de transposition qui passe à la fois par l'écriture des dialogues, ou la réécriture par rapport à l'original, et qui passe ensuite par le travail du personnage. Sinon, si on fait un copier-coller avec l'original, on aura en français un acteur qui jouera de manière pas convaincante du tout, qui aurait l'air peut d'être un imbécile, alors que pas du tout. C'est qu'en Amérique, il parlait pas suffisamment bien la langue, et il n'était pas idiot. Donc voilà, ça dépend du degré d'interprétation dans la langue originale, qui va être, plus ce sera proche de la langue originale naturelle, plus ce sera facile de se doubler. Mais sinon, c'est des contorsions. Et là, c'est toujours un problème. Voilà, c'est ma réponse. C'était ma réponse. J'espère que j'y ai répondu. Ah oui, 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 oui. Et bah, là, c'est une question qui me vient dans la discussion, mais donc quand vous adaptez, est-ce que le comédien a aussi une place dans l'adaptation du dialogue dans l'autre langue ou pas du tout? Mais bien sûr, c'est encore une très bonne question. Un texte, un dialogue est vivant, il ne doit pas être figé. Que ce soit pour un dialogue original de film ou un dialogue de doublage, le dialogue définitif n'existe que dans les pièces de théâtre classique. On va pas changer les mots de Shakespeare ou de Racine, hein. Mais pour ce qui est du cinéma, du théâtre, même contemporain, on veut que l'acteur puisse vraiment sentir ce qu'il joue. Si un mot ne lui parle pas, eh ben il va pas le jouer sincèrement, il va fabriquer une émotion, un sentiment qui sera pas juste. Donc à ce moment-là, ce que je fais avec un acteur, j'ai moi-même écrit le dialogue, mais je le livre à l'acteur qui va lui se l'approprier pour en faire quelque chose de vivant. Donc s'il me dit écoute, le mot transformer ne me parle pas vraiment, je mettrais plutôt modifier ou l'inverse. Je le sens mieux, je dis mais dans la mesure où c'est synchrone avec l'image, parce qu'il y a ça aussi. Il faut trouver un meilleur compromis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver le meilleur compromis entre le jeu, le sens et l'illusion qu'on doit créer. Donc si modifier, transformer, il y a des labiales, tout va bien, et il préfère dire modifier, merci, c'est mieux. Donc on a un vrai partenariat, c'est un travail d'équipe. On a un vrai partenariat avec l'artiste interprète qui va interpréter et ça sort du papier, hein, ça va être incarné. Donc forcément, il y a une marge. Et le directeur de plateau est là pour justement savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller pour pas déformer le propos original du personnage. Justement, pour rester dans ce sujet, Manon avait une question. Manon, en bas. Plus, vous connaissez bien les subtilités de la langue anglaise. En anglais, il y a le you qui est traduit par le tu et le vous en français. Comment vous faites pour traduire voilà, le tutoiement, le vouvoiement? Comment vous faites pour déterminer si ce personnage va tutoyer ou un personnage? Ça fait partie de c'est une convention. Alors je vais vous faire rire parce que les premiers doublages, les premiers films américains en noir et blanc, on savait que les personnages, un homme et une femme se rencontrent, ils se vouvoient en français, parce que you. Et au moment où ils passent au tutoiement, en français, on sait qu'ils ont couché ensemble. Par exemple. Ça, c'était à l'époque, on savait. Parce qu'on montrait pas la scène. Donc, s'ils se tutoient, c'est qu'il y a eu une relation intime. Bon, on n'en est plus là. Donc, maintenant, on doit imaginer de transposer la relation entre les personnages à une réalité française. Est-ce que
ces deux personnes qui se rencontreraient dans un film français se vouvoieraient à ce moment-là de l'histoire ou se tutoieraient. Après, il y a des codes. Les jeunes, tout le monde se tutoie maintenant entre jeunes. Il y a toute une évolution sociale qui fait qu'on doit qui sert de référent et sur lequel on doit s'appuyer pour passer du vous ou du tu. Quand une intimité se crée, par exemple, si un Américain au début il s'appelle Mr. Thompson, oh Mrs. Thompson, et qu'après il s'appelle John parce que John Thompson, on sait qu'ils sont passés du vouvoiement au tutoiement parce qu'ils s'appellent par leur prénom. Par exemple, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Après, c'est tout simplement la psychologie du personnage, quel est le degré de rapprochement de cette relation. Voilà. Mais ça, c'est à la fois intuitif et conventionnel, comme dans la société française. Merci beaucoup. André. Merci Jean-Marc. On a une question de Myriam. Oui. Oui. Parfois, je regarde la caméra, mais voilà. Myriam, je vous écoute. Doubler des personnages d'animation offre-t-il plus de liberté ou plus de difficultés? C'est une très bonne question. Je réfléchis 2 secondes. Alors, l'animation, il y a animation et animation. Ça passe de l'animation cartoon, comme on dit. Ouais, on parle comme ça, voilà, bon, ça c'est très cartoon. Et après, il y a ce qu'on appelle l'animation naturaliste, où les personnages animés sont parfois plus vrais que nature. Justement, avec la technologie maintenant qu'on a pour faire parler avec la bouche, parfois c'est même terrifiant parce que c'est encore plus difficile à caser la synchro sur une bouche qui est surarticulée par rapport à une bouche normale parce que c'est une bouche d'animation. Donc, je réponds de manière générale, il y a plus de fantaisie dans l'animation, plus de marge de fantaisie que dans le live action, mais ça va dépendre aussi de la version originale. Les comédiens en général préfèrent doubler de l'animation parce qu'ils sont moins de contraintes de pouvoir correspondre à un cheveu près au visage de l'acteur ou de l'actrice en chair et en os. Et alors quand il s'agit en plus de doubler une cafetière ou je ne sais pas, ou un animal, c'est plus facile puisque d'abord une cafetière ne parle pas enfin, voilà, et un chien ou un chat non plus. Donc on a une liberté d'expression qui est beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante pour l'animation. Mais après, par exemple, quand on fait vous savez, il y a certains films Pixar, Disney en particulier, où c'est super bien, c'est très léché. On a l'impression, on oublie parfois même que c'est de l'animation quand les personnages s'expriment. Il y a une émotion qui est telle que ça devient aussi difficile qu'un film non animé. Donc ça dépend. Moi, je sais que quand j'écris des films, je fais de l'adaptation, je m'amuse plus avec de l'animation qu'avec du live action. Parce que pour moi, le doublage, la version française, qui pour moi c'est un mal nécessaire, bien évidemment, puisque si tout le monde parlait la même langue, il n'y aurait pas de doublage, bien sûr. C'est un mal nécessaire, mais pour moi, le doublage, en général, est mieux et plus justifié pour les films d'animation que pour les films live action. Parce qu'on n'a pas le visage de l'acteur, on n'a que la voix. Et quand on entend la voix française, on n'a pas la voix originale en tête. Donc on ne peut pas dire, tiens, c'est pas la voix de, puisqu'on n'a pas le visage de. Quand vous voyez la tête je sais pas moi, la tête de Brad Pitt au cinéma et que vous connaissez sa voix anglaise, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer une autre voix que la sienne en doublage, que ce soit en français, en espagnol, en italien, etc. Mais quand Brad Pitt a doublé un chien
ou un phoque ou je ne sais quoi, que vous voyez la version française, vous voyez pas Brad Pitt et vous l'entendez pas. Donc c'est plus facile. Vous voyez, l'illusion est plus facile. Je sais pas si ça a Merci. répondu. Oui, Oui. oui. D'accord. On a une question d'Enzo. Oui. Vous avez déjà en partie répondu tout à l'heure, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il y a Allez-y. des difficultés particulières de doublage selon le pays d'origine, selon le débit de parole, les intonations à chaque culture? Ah, alors, non, je crois pas avoir répondu parce que c'est une question extrêmement, extrêmement intéressante. C'est une très, très bonne question. Euh, euh, chaque langue a ses difficultés, à la fois phonétiques, mouvement de bouche, grammaticales, syntactiques, façon de parler, qui lui sont propres. Et pour doubler en français, c'est toujours plus facile de partir d'une langue latine, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, en l'occurrence, parce que ce sont des langues dont l'origine est commune, le latin, bien sûr, et c'est plus facile du point de vue de la syntaxe, du point de vue de l'articulation, du point de vue du rythme. L'anglais est une langue difficile, parce que l'anglais, je parle d'un point de vue linguistique avant de parler du point de vue du pays, ou de la société, ou de la mentalité. D'abord, le point de vue purement linguistique. C'est-à-dire que l'anglais est plus difficile parce que l'anglais est une langue à inflexion que nous, le français, n'a pas. En anglais, on peut très bien dire come on, come on, come on. Sur une seule expression, on peut donner 3 ou 4 interprétations d'émotions différentes. En français, on ne peut pas faire chanter les mots de la même façon. C'est impossible. Ça fait faux. Ça fait chanter, justement. Et j'allais dire que les mauvais doublages, je considère un mauvais doublage, c'est des doublages où les comédiens imitent la musique de l'anglais. Où ça fait alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, je vais très bien et vous? Voilà. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est faux. Donc, on est obligé de s'adapter à chaque fois à la phonétique de la langue ou à la syntaxe, à l'ordre des mots. L'allemand est difficile parce qu'en allemand, le verbe est toujours à la fin. Vous imaginez, en langue allemande, on doit attendre la fin de la phrase pour pouvoir comprendre toute la phrase. Donc, les Allemands ont l'habitude parce qu'ils ont une intuition de ce que le verbe va être, mais nous, adaptateurs, quand on adapte, on dit, mais attends, si j'attends et je mets le verbe à la fin, en français, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Donc, il faut se décarcasser pour restructurer toute la syntaxe de la langue originale de l'allemand, de façon à pouvoir créer une phrase française qui soit jouable et qu'on puisse reconnaître comme étant du français. Les langues les plus difficiles pour moi, parce que je peux adapter de toutes les langues. Je vous expliquerai pourquoi. Je ne suis pas polyglotte, mais je vous expliquerai, si vous voulez, pourquoi c'est faisable. Les langues les plus compliquées sont les langues asiatiques. Chinois, coréen, japonais, thaï, parce que ce sont des langues, on appelle ça des langues tonales, où ça, il y a des notes, des choses qu'on n'entend même pas et qui changent sur le même mot, qui changent le sens. Ensuite, la structure, on n'exprime pas du tout la même chose au même moment. Donc ça, c'est un vrai travail d'adaptation. On doit refaire le dialogue de façon à ce qu'il a l'air d'être français. Ça, c'est pour le côté linguistique. Maintenant, le côté interprétation, les codes de jeu de chaque acteur de chaque pays sont totalement différents. Quand on dit les codes de jeu, c'est-à-dire que les Japonais n'exprimeront pas, que ce soit au théâtre ou au cinéma, les émotions de la même façon. Ils auront tendance à partir avec le ventre pour dire je t'aime, alors qu'en français, si on mettait la même énergie, on a l'impression qu'on dit je te déteste, mais pas je t'aime. Vous voyez. Donc il faut s'adapter à chaque fois. C'est ça qui est intéressant dans le métier, c'est que chaque film est un nouveau défi, un nouveau challenge, et on doit vraiment faire passer une culture totalement différente de la nôtre à rendre possible cette illusion que ça pourrait être dit en français. Donc c'est
extrêmement difficile. Donc lui, il y a des langues, l'anglais, on a l'habitude maintenant par expérience. Espagnol, italien, portugais, c'est plus facile. Chinois, enfin toutes les langues asiatiques, ou les langues scandinaves, c'est pas évident. Il m'est arrivé de travailler sur la version française en adaptation de comment s'appelle cette série, un bouquin qui avait cartonné, ils ont fait un film et une série. Millennium? Comment? Millennium? Millennium. Voilà, Millennium, merci. Alors, Millennium, c'est en suédois, hein, c'est voilà, compliqué. Mais alors, dans ces cas-là, pour répondre vite fait à ce que je vous disais, je peux traduire. Non, je demande une traduction, c'est-à-dire j'engage un traducteur, une traductrice, dont c'est la langue maternelle, qui va me faire une traduction des dialogues de manière littérale, en m'expliquant bien le sens. Nous travaillons ensemble, et une fois que j'ai compris toutes les nuances qu'on m'aura expliquées, je fais mon adaptation en tenant compte de toutes les notes que j'ai pu prendre. Et une fois que l'adaptation est faite, je sais que j'aurais trahi le moins possible l'interprétation, le sens du jeu, que je peux ensuite transmettre aux acteurs sur le plateau, de façon à restituer tout ça. Donc vous voyez, je pars d'une traduction fidèle, il faut pouvoir l'adapter à la synchro et ensuite le transmettre aux comédiens avec toutes les indications possibles. Merci beaucoup. Voilà. On va enchaîner sur une question de Marie. Marie. On part dans des questions un petit peu plus techniques du coup maintenant. Oui, voilà, quelque chose donc, de plus technique. Donc l'enregistrement du doublage intervient à la fin du film. Et donc ma question porte sur comment sont intégrés ces nouveaux dialogues dans la bande son, et est-ce que donc vous devez refaire intégralement le mixage du son et aussi les bruitages une fois le dialogue enregistré, les nouveaux dialogues enregistrés. Ok, alors vous dites mixage, attention parce que mixage, bruitage, le mixage c'est la finalité qui est le travail d'harmonisation, d'égalisation, comme on dit, de tous les éléments sonores du film pour créer ce qu'on appelle le film mixé, la bande son mixée, où on intègre les dialogues, les voix, on intègre le bruitage, on intègre la musique. Donc, et le mixage fait que à la fin, on a un film fini. La bande sonore est terminée, elle est mixée. Quand on travaille sur un film étranger, on dispose de ce qu'on appelle une version internationale, ou VI en abrégé. Cette version internationale, c'est tout ce qui ne sont pas les voix originales, qui sont séparées des voix originales. Et dans cette version internationale, il y a plusieurs pistes, dont l'une contient la musique, et l'autre contient les bruitages, et éventuellement une troisième contient les effets spéciaux, FX, les effets spéciaux qu'on voit maintenant. Et donc cette version internationale, elle est valable pour toutes les versions étrangères dans le monde entier. C'est la même, on n'y touche pas. D'abord, contractuellement, on n'a pas le droit d'y toucher. Et une fois que les voix ont été enregistrées dans chaque pays, les voix sont mixées, donc égalisées, avec cette version internationale par un mixeur. Alors effectivement, la question est intéressante aussi parce que la version internationale est mixée à l'origine en fonction de la voix originale du film, qui n'est pas toujours dans les mêmes fréquences que les autres voix. Par exemple, la voix originale anglaise, américaine, sur laquelle va être mixée la version internationale, est sur des fréquences assez élevées, 9000, 10 000 Hz. Donc on peut monter le son de la VI pour des effets, parce que la voix américaine va couper, va passer au travers. La voix française, elle plafonne à 5-6 000 Hz. Donc, quand on a un film d'action avec beaucoup d'effets spéciaux, c'est très compliqué de pouvoir intégrer une voix française et de pouvoir comprendre, puisqu'on n'a pas le droit de toucher à la version internationale par contrat, on n'a pas le droit d'enlever les décibels pour faire passer, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le sait au départ, certaines scènes, on fait un petit peu jouer plus fort l'acteur original, l'acteur
l'acteur de doublage français, on lui fait jouer, porter un peu plus, même si c'est pas très naturel, mais on est obligé parce que sinon on ne pourra pas passer sa voix dans le mix. Et c'est surtout le cas dans les trailers, les films annonces. Les films annonces, ça bombarde, c'est de la pub. Donc là, les films annonces en français sont inécoutables. Pour moi, c'est inécoutable dans les films d'action parce que l'acteur doit surjouer, parce qu'il doit passer les infrabasses ou je ne sais quoi qui font que on veut vendre le film à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, 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 je pense. Oui, pour moi, oui. Ok. On avait une question du coup de Enzo. Enzo. Oui. En général, combien de temps dure le doublage d'un long métrage? Ça dépend de la longueur du film, du métrage du film et de la densité des dialogues. Plus le film a de dialogues, plus ça va prendre de temps, bien évidemment, puisque on, on enregistre que les dialogues. Un film, on appelle ça, on dit ça dans le jargon, le film est bavard ou peu bavard ou pas bavard. Si on devait voilà, si on devait doubler un film très très bavard, en général, on prend. Vous savez que les films sont structurés en bobines. Vous savez peut-être ça si vous travaillez dans l'école de cinéma. Il y a des bobines. Les bobines, c'est ce qu'on projette. On ne peut pas projeter la totalité d'un film d'1 heure et demie parce que la bobine serait tellement énorme. À l'époque, maintenant on est dans le numérique, c'est fini tout ça. Mais à l'époque du celluloïd, 35 mm, vous avez dans les cabines de projection, vous aviez deux projections, deux projecteurs. Projecteur A, projecteur B. Le projectionniste mettait la bobine 1. Il arrivait le film avec 6 bobines, par exemple. 6 bobines. 6 bobines, c'est à peu près 20 minutes de film. Il arrive avec 6 bobines, il met sa bobine 1 sur son projecteur 1, il envoie et il installe entre-temps la deuxième bobine. Et au moment où les poinçons, vous savez, des petits poinçons de fin à la fin, on voit des petits trucs comme ça, il sait que quand ces poinçons apparaissent sur la fin de la bobine 1, hop, il doit envoyer la bobine 2 pour que le raccord se fasse le mieux possible. Donc ça veut dire que en fonction du nombre de bobines, on parle toujours en bobines, on a un jour d'enregistrement de studio par bobine de film. C'est-à-dire, si le film fait 6 bobines, on a 6 jours. Maintenant, comme je disais, si le film qui fait 6 bobines a énormément de dialogue, on va demander 1 ou 2 jours de plus pour pouvoir finir. Si le film en question de 6 bobines a très peu de dialogue, on pourra le faire en 4-5 jours. Ça, c'est pour l'enregistrement. Maintenant, pour le travail, on vous donne un film en version originale, on le livre clé en main, il faut compter en moyenne 1 mois et demi entre l'adaptation des dialogues, le casting, l'enregistrement du film, le montage sonore, le montage des voix, parce qu'après l'enregistrement, il y a un monteur qui va reprendre les enregistrements du film et essayer de rattraper par moment les petits soucis de synchro qu'on a pu avoir pendant l'enregistrement. Donc ça prend du temps. Et ensuite, le mixage. Et après, on livre. Donc à peu près 1 mois et demi. Le montage, c'est intéressant de savoir que, ça répondait à une question tout à l'heure, quand on est sur un film où la scène, on a fait 3 prises, donc 2 qui sont très très synchrones, mais le jeu est moyen. Et une prise, mais extraordinaire, l'acteur était en état de grâce, tous les poils se dressent, mais c'est pas tout à fait aussi synchrone qu'on voudrait. On va prendre cette prise, on va privilégier le jeu, et il y a un monteur qui va ajuster les petits moments où c'est moins synchrone pour qu'on puisse garder la meilleure prise du point de vue du jeu. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire. Non, c'était une parenthèse intéressante, merci. On Oui, non, a parce que une question. Oui, Non, c'est bien. On a une question de Myriam, du coup. Myriam. Oui, alors. Parfois, un film sort simultanément dans son pays d'origine et en France. Est-ce que c'est pas trop dur, est-ce que c'est limité justement pour traduire? Attendez, j'ai pas bien. Vous pouvez me refaire la question, j'ai pas bien compris. Parfois, un film sort simultanément dans son pays d'origine et en France. Est-ce un métier où on Oui. travaille souvent? Ah non, 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 pas souvent, toujours.
C'est pas souvent, c'est toujours. On travaille c'est une très bonne question aussi. À l'époque où on avait encore le film en celluloïd, enfin en pellicule 35 mm, on avait plus de temps euh, et le film était terminé. On en recevait la version définitive et on avait plus de temps. Il y avait moins de films, donc on avait plus de temps. Il y avait moins de concurrence avec les plateformes, les chaînes. Donc ça allait plutôt pas mal. Aujourd'hui, on travaille avec du numérique où on a des films qui ne sont pas tout à fait terminés, mais qu'on peut déjà doubler dans un état préliminaire, on appelle ça. Et d'ailleurs, on appelle chaque version préliminaire 1, préliminaire 2, préliminaire 3, et généralement 4 et 5 maximum, c'est la version définitive. Donc, c'est-à-dire qu'on vous envoie un préliminaire 1 qu'on doit commencer à travailler. Ensuite, on vous envoie un 2 où il y a des changements dans les dialogues. Donc, et tout ça fait que le temps, c'est peau de chagrin, quoi. On est dans les délais sont de plus en plus courts. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On a de moins en moins de temps, malheureusement. C'est toujours l'urgence. Et c'est pour ça que j'ai envie de remercier le ciel. Ça, c'est pour moi, hein, de ces 2 mois de confinement qui m'ont permis personnellement d'avoir un film à écrire. Mais comme il n'y avait aucune date de livraison, puisqu'on ne savait les salles de cinéma ayant fermé et qu'on ne savait plus du tout à quel moment on allait devoir livrer le film, je n'ai jamais été aussi détendu pour l'adaptation d'un film. Jamais. C'est la première fois. Mais malheureusement, c'était dans des conditions quand même assez terribles. C'est pas la réalité, malheureusement, de tous les jours, j'espère. Oui, on espère aussi, évidemment. Voilà. Une question de Manon. Manon. Alors, vous avez dit que vous travaillez sur des séries également, et qu'une des difficultés, c'est le fait que les comédiens avaient moins de temps pour s'imprégner du personnage. Est-ce qu'il y a des différences ou d'autres difficultés que vous voyez entre les séries et les films? Des différences de quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Des différences et des difficultés différentes Alors, en fait entre le doublage. oui, oui. Alors, c'est comme pour tout, la qualité vient beaucoup, beaucoup du temps dont on dispose pour faire les choses. On peut avoir le plus grand talent du monde, si on ne nous donne pas le temps nécessaire à faire les choses, voilà. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, on a plus de temps quand on travaille sur un film qui va sortir au cinéma que pour une série. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des séries qui sont souvent très très supérieures à n'importe quel film. Il y a des choses, moi je vois, c'est la qualité artistique des séries, c'est phénoménal. Il y a des séries absolument sublimes qui présentent une grande difficulté pour la traduction, pour le doublage. Et malheureusement, on donne moins de temps parce que ça a l'étiquette de série télé, vidéo. Je trouve ça très, très, très dommage parce que ça peut nuire à la qualité du résultat, du doublage. Et j'ai mes confrères et amis qui sont directeurs de plateau, adaptateurs sur ces séries-là, qui ont énormément de talent, mais on leur donne pas suffisamment de temps pour aller là où ils voudraient aller. Et ça, c'est très regrettable parce que c'est un peu la course contre la montre, la course à la concurrence entre les plateformes. Bah, vous connaissez ça mieux que moi, aussi bien que moi, et j'ai pas l'impression que ça va changer. Je vois ça comme malheureusement quelque chose d'exponentiel dans les délais de fabrication de tout d'ailleurs et d'un doublage. Donc on peut pas aller plus vite que la musique, hein. C'est 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 euh, c'est comme ça. Donc moi je déplore de voir des fois des séries parce que je regarde en version originale sous-titrée, mais je regarde beaucoup en version française parce que ça m'intéresse d'avoir ce que font les autres, comment ça passe, on apprend toujours. Et parfois je vois des séries doublées qui sont merveilleusement bien doublées,
et d'autres doublés par le même talent, les mêmes directeurs de plateau, les mêmes comédiens, donc il y a pas, et qui sont moins réussis parce que j'apprends qu'ils avaient moins de temps pour le faire. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est pas que la VF est pas bonne ou que les sous-titres sont pas bons. C'est que si on vous donne pas le temps de travailler, on ne peut pas. Voilà. Normal, normal, effectivement. Myriam avait une question, on va après enchaîner avec Camille sur voilà, Myriam et ensuite Camille. Très bien. Que se passe-t-il lorsqu'une actrice ou un acteur qui est la voix titrée d'un comédien étranger disparaît ou refuse de continuer? Alors, quand une actrice ou un acteur qui a une voix attitrée, quand le comédien quand la voix attitrée du comédien en question disparaît et que la voix originale reste vivante, enfin, ou là, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus le comédien, on n'a plus la voix attitrée pour pouvoir doubler le comédien original. C'est ça la question? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Alors, qu'ils disparaissent, ça veut dire que qu'ils décèdent, par exemple, parce que qui refuse de continuer, c'est plus rare. Mais bon, on va dire que le comédien français n'est plus là. Écoutez, je crois qu'il y a deux options, hein. Soit on passe un contrat pour éliminer l'acteur original, comme ça on n'a plus de problème, hein, on le bute, c'est terminé. Mais on va pas faire ça. Soit, excusez-moi de l'humour, c'est un peu du Tarantino, mais c'est pas grave. Soit on remplace l'acteur français ou l'actrice française dont on pleure la disparition. Du coup, on va faire un nouveau casting pour essayer de trouver une voix qui coïncide un peu à la voix attitrée qu'on a eu l'habitude d'entendre pendant toutes ces années. Et ça m'est arrivé sur le film, sur l'acteur Paul Newman. Non, sur Robert Redford. Ouais, c'était très difficile parce que la voix habituelle de Robert Redford en France est un comédien qui, alors il n'est pas décédé, mais voilà, il a beaucoup vieilli et beaucoup plus vite et beaucoup plus mal, j'ai envie de dire, que Robert Redford lui-même. Et la dernière tentative qu'on a eue, que j'avais un film avec Robert Redford, il a commencé et il avait plus suffisamment d'énergie pour le faire. Et il s'en est excusé. C'est très triste, très très triste. On est obligé de le remplacer. Et là, il a fallu faire des essais. Donc j'ai fait un essai, plusieurs essais, et un nouvel acteur français, beaucoup plus, un peu plus jeune, a pris la place. Voilà. Alors le spectateur va évidemment entendre que c'est plus la même voix. Et maintenant avec les réseaux sociaux, on nous envoie des scuds. On dit ouais, pourquoi vous avez changé la voix? Oui, mais on l'a pas fait exprès. C'est que le pauvre, il pouvait plus. On lui a pas piqué son rôle, il pouvait plus. Et ça m'est arrivé. Alors aujourd'hui, je travaille sur un doublage du dernier film de Russell Crowe. Et, il a eu deux voix attitrées, et les deux comédiens. Alors le premier, qu'il a doublé tout le temps, est décédé il y a quelques années. Donc on a fait des essais de voix pour trouver une voix équivalente qu'on lui a trouvée. Ce comédien français est décédé à son tour. Il porte un peu la poisse quand même, Russell Crowe. Et là, j'ai une nouvelle voix qui va le doubler prochainement dans le prochain film. C'est pas simple. Et quand l'acteur original disparaît, c'est la question suivante, que fait le comédien français, la comédienne française dont c'était la voix attitrée et qui, à cause de ça, n'a pas beaucoup travaillé en doublage parce qu'on reconnaissait toujours la voix de. On fait un film comme l'a fait Florence Foresti, qui est allée à Hollywood. Vous n'avez pas vu ce film qui est assez drôle? Florence Foresti, qui est une actrice de doublage, dont la comédienne qu'elle double habituellement a décidé de s'arrêter. C'est-à-dire que la carrière de doubleuse de Foresti s'arrête. Donc elle prend l'avion, avec Jamel Debbouze aussi, et elle va essayer de convaincre cette actrice américaine de reprendre son travail, parce que elle a une famille à nourrir en France et elle a plus de boulot.
Vous n'avez pas vu ce film? C'est rigolo. Si. Mm, Oui, c'est oui. vrai. Alors Camille, Voilà. à vous. Différent de la version de cinéma d'origine. Pourquoi a-t-on refait les doublages? Alors, On a le début m'a échappé. pendant le début, on n'a pas entendu. Alors, on n'a pas entendu. Donc, sur certains DVD, parfois les doublages sont différents de la version cinéma d'origine. Ah, vous regardez peut-être la version québécoise, non? Ça peut Oui, être. peut-être, oui, c'est ça. Si c'est en Non, non, zone non. 1, Non, c'est non? pas la version québécoise. Ça arrive des fois effectivement que dans la partie en version cinéma et ensuite dans l'édition DVD, ça peut arriver qu'il y ait des petites Ah oui, alors modifications. ouais, pardon, oui, oui, la version, l'édition spéciale DVD. Alors, mais en général, on refait pas toute la version. Enfin, c'est rare, c'est rare. On peut effectivement, le distributeur peut avoir décidé de raccourcir le film, d'enlever des scènes ou des fins de scène, et du coup, ça raccorde pas dans la version française parce que d'un seul coup, il y a un hiatus. Il n'y a plus la scène en question, donc ça marche plus. Le dialogue français a été construit sur une structure bien précise, hein, de narrative. Et si on enlève un maillon de la chaîne, ça va pas nécessairement raccorder. Donc, on est obligé de refaire les passages pour qu'il y ait une cohérence à nouveau. On ne refait pas tout le film. Ça, c'est un exemple. Après, il se peut très bien que le distributeur, la version française ait été faite vite fait, mal faite, et le distributeur qui croit beaucoup au film, il a acheté à un certain prix, décide non, non, mais je veux l'acheter, mais je veux refaire une version française qui me plaise, qui me satisfasse davantage, qui me convienne davantage. Ça peut être aussi le cas. Ou il y a des, ouais, je vois, mais voilà, je vois pas d'autres. Qu'est-ce que vous avez comme exemple, par exemple, pour me dire, comme exemple de versions qui ont été totalement différentes du cinéma et du DVD? J'ai pas vraiment d'exemple précis, je vous avoue, hein, mais c'est que des fois on se rend compte qu'il y a des changements. Alors il faudrait que faudrait que je retrouve, peut-être je vous enverrai un mail, hein, Ouais, je non, vous mais j'aimerais enverrai. bien, c'est intéressant. Non, non, mais ça peut arriver. Mais je vous dis que soit effectivement, le distributeur a jugé de manière objective ou pas, peu importe, que la version française ne lui convenait pas, il veut la refaire. Soit il y a eu il y a un editing, il y a eu du montage, on a coupé des scènes. Donc il faut, pour une certaine cohérence, il faut refaire quelques scènes en français pour que ça marche. Voilà, je vois que ça, personnellement. Merci, merci beaucoup. On va enchaîner avec Marie. Et voilà, donc encore une question un peu plus spécifique. Par exemple, on sait que dans l'histoire, si on remonte un petit peu dans l'histoire du cinéma, on sait que Kubrick avait exigé que ce soit Jean-Louis Trintignant qui double Jack Nicholson dans la version française de Shining, ou par exemple que Sergio Leone supervisait lui-même les doublages dans d'autres langues de ses films. Avez-vous déjà été confronté à ce genre d'exigence de réalisateur ou de producteur? Et si oui, pensez-vous que ce soit une bonne ou une mauvaise chose? Alors, donc il y a deux questions. Alors, pour en revenir au choix du réalisateur du film original, le choix d'une voix française, c'est une réponse un peu à la normande. Si le choix est bon, je dirais oui, c'est une bonne idée. Si le choix n'est pas bon, c'est une mauvaise idée, forcément. En l'occurrence, pour, comment il s'appelle, Trintignant, je trouve qu'il est formidable dans Nicholson. Dans Shining, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il a fait un travail époustouflant. Trintignant est un très grand acteur. Enfin, il est toujours vivant, hein, Jean-Louis Trintignant. J'ai un doute. Bon, oui, Oui, hein, oui, c'est toujours. oui, toujours, oui. Un excellent acteur. Il a ça très très bien collé. En revanche, je trouvais par exemple que sur Eyes Wide Shut, Mm. je ne sais pas si la décision est venue de Kubrick, qui était un grand interventionniste, hein, dans tous ces, enfin, qui était, puisqu'il lui est décédé. La voix qui a été choisie pour Tom Cruise, je trouve qu'elle colle pas du tout. Je trouve que c'est une erreur de casting. L'acteur est très bon. L'acteur français, c'est un très bon acteur que j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça colle pas du tout avec ni la voix de Tom Cruise, ni le personnage. Voilà. Donc ça,
c'est mon sentiment, hein. Ça peut être très subjectif. On va rien me dire que non, non, moi je trouve que c'est pas bien. Moi j'ai été confronté à, non, on m'a jamais, un réalisateur qui a tourné dans, qui intervient dans ces doublages, pour moi ça a toujours été un réalisateur de langue française qui a tourné en anglais. Il y en a plusieurs. Je pense beaucoup à Jean-Jacques Hano, parce que je travaille beaucoup sur ses versions françaises. Jean-Jacques, qui lui est extraordinaire parce qu'il est tout à fait respectueux. Mais moi, le doublage, c'est pas mon métier, donc je respecte tes choix. Je lui présente des voix sur les rôles principaux de ses films. Il a tourné en anglais, je lui présente des voix françaises et il me donne son avis. Il me donne son avis tout en me disant, mais c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Tu connais les acteurs, tu sais, donc il y a un très grand respect de la part de la plupart des réalisateurs français, que ce soit lui ou Yann Kounen qui est tourné en anglais, je sais plus qui d'autre, mais on m'a jamais vraiment imposé euh, quelque chose sans me dire qu'est-ce que tu en penses, parce que finalement ce qui compte c'est le résultat. Alors l'idée c'est qu'effectivement pour les films d'animation, pour élargir un petit peu la réponse à la question, comme vous le savez, depuis que Disney a donné le tempo sur des voix d'acteurs, de stars américaines, pour faire des voix de grands films d'animation, Disney ou Pixar, en France, tous les territoires d'ailleurs dans le monde, ont dû se suivre euh, ce principe, coller au principe, et on a souvent sur des voix françaises de rôles principaux des films d'animation en doublage, on nous demande de travailler avec des stars du cinéma du français. Vous le savez. Euh, Encore une fois, si le choix est justifié et pertinent, moi j'ai eu le cas par exemple sur la version française d'un film Disney qui s'appelle Ralph, le monde de Ralph dans le premier volet, et Ralph 2.0, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, euh, où on m'avait donc les responsables de chez Disney avaient choisi la voix de François-Xavier de Maison pour faire la voix de Ralph du personnage principal. Bah, l'idée était excellente. Et François-Xavier, qui est pour moi un très bon acteur, voilà, qui n'avait vraiment pas fait de doublage avant, s'est tellement bien prêté au jeu et ça collait tellement avec le personnage, il en a fait en français quelque chose, à mon sens, d'exceptionnel. Voilà. Et en général, quand Disney, bah, les responsables chez Disney choisissent des voix de gens connus, la plupart du temps, c'est qu'il y a un rapport entre le personnage de l'animation et la voix française. On ne commet pas l'erreur, sous prétexte que c'est un nom connu, de rater une version française pour simplement avoir un nom sur une affiche. Non, ça, je pense pas. En tout cas, c'est pas j'en ai pas fait l'expérience personnellement. En tout cas. Oui, Voilà. je comprends. Alors, il nous reste 3 dernières questions. On Oui. va du coup poser la question de Manon. Souvent sur un film, les textes du doublage ne sont pas les mêmes que ceux des sous-titres. Et du coup, comment vous expliquez cela? Alors, c'est pas le même. Ce sont pas les mêmes contraintes. Pour le doublage, la contrainte, comme je vous l'ai dit, c'est le synchronisme, la synchro, mouvement de la bouche. Donc, on va forcément choisir des mots, préférer des mots qui sont plus faciles à mettre en bouche pour la version française. Et la longueur de la phrase originale permet d'avoir une longueur équivalente dans la langue doublée. Donc ça, c'est un exercice tout à fait différent. Sous-titrage, on a affaire à ce qu'on appelle une question de lisibilité. Ça veut dire que
on a un nombre maximum de caractères par sous-titre, qui est déterminé par la durée du plan. Plus le plan est court, plus c'est rythmé et c'est cut, moins on a de possibilités de nombre de caractères, c'est limité au maximum. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, un sous-titre ne peut pas passer d'un plan à un autre. Le même sous-titre ne peut pas être sur deux plans. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'on appelle la persistance rétinienne, on lirait ce sous-titre 2 fois et on serait totalement perdu dans le film. Donc il y a un travail de repérage qui est fait au préalable, avant l'intervention du traducteur, un travail de repérage qui consiste à faire une espèce de règle de 3 entre chaque plan, le découpage de chaque plan, la durée du plan et le nombre de caractères possibles pour tel plan. Plus le plan est grand, plus la longueur, en durée, le plan est long, et plus on a de place pour mettre du dialogue. Moins le dialogue est dense, plus on a de temps pour faire la phrase. Donc c'est à chaque fois, la problématique, c'est quand on a des films très cut. Je prends un exemple, c'est Woody Allen. Woody Allen, c'est chant contre chant. Enfin, les premiers, bam, 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 et ça parle très vite, très, très vite. Quand on a 8 caractères pour le plan, et que le gars, il dit 14 000 caractères en anglais, on n'a pas le choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout n'est pas traduit, mais on peut pas parce qu'on n'a pas la place. Si on traduisait tout, vous ne verriez aucune image. Votre cerveau lirait en permanence le même sous-titre parce que c'est sur 2 plans. Donc, c'est un travail c'est vraiment une gymnastique cérébrale pour trouver encore une fois le meilleur compromis entre le mot qu'on va choisir qui va faire passer la même émotion et le temps dont on dispose pour faire le sous-titre. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir les mêmes dialogues entre la version doublée et la version sous-titrée. C'est impossible. Alors il y aura des mots-clés qu'on va être obligé de garder parce que ce sont les mots-clés de l'histoire. Je veux dire, par exemple, que la force, comment c'est la force dans Star Wars, La force soit avec toi. voilà. Donc ça, on peut pas y échapper. Là, ce sont des phrases cultes d'une version du doublage ou sous-titrage. On peut pas mettre que la puissance t'appartienne ou je dis n'importe quoi. Ça marche pas. Donc là, on est obligé d'entrer dans. Voilà, là, on va sacrifier un petit peu les lois internes de la technique pour favoriser la phrase culte que les. Et en revanche, il peut y avoir aussi, donc ça j'ai répondu je pense à la question qu'on peut pas avoir les mêmes textes pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, ce qui m'est arrivé, qui m'arrive assez, c'est que en doublage par exemple, un mot, une expression française m'aura été dictée par, non pas nécessairement par le sens, mais par l'image, par l'expression faciale du personnage. L'exemple que je vais prendre, c'est quand j'ai fait l'adaptation du film The Mask avec Jim Carrey. Alors Jim Carrey avait dans le Masque, il avait cette expression en anglais. À chaque fois que quelque chose se passait qui le surprenait, voilà, il disait smoke it, qui veut littéralement dire fume-le. Ça marche pas en français. Et smoke it, je trouvais pas. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai coupé le son et je me suis repassé l'image. Et il m'est arrivé le mot le plus synchrone possible, c'était splendide. Donc splendide, qui est devenu un peu une phrase culte dans le Masque, ça vient non pas de la sémantique, mais des labiales de smoke it. Vous voyez C'est ce que je veux fou, dire? je sais pas si du coup, tout le monde sait que c'est vous qui avez changé la signification Non, du film. ça ne se dit pas. C'est génial. Ça se dit pas. Il Tout faut le monde est justement un bon doublage doit disparaître. On doit pas, voilà. Et donc non, mais ça je vous dis parce que c'est un exemple qui me vient où ça avait été
avec l'acteur sur le plateau, je dis, mais écoute, splendide, c'est synchro. Il me dit, oui, c'est pas. Non, mais essaye. Il a tellement bien joué, l'acteur qui joue la voix de Jim Carrey, il a tellement bien mis dans l'image, splendide. Bah, du coup, c'est devenu la phrase culte. Culte du film, ouais, ouais, complètement. Parce que moi, Et c'était rien à une voir époque avec où je l'anglais. regardais encore les films en doublage, en VF, du coup. C'était à peu près, on va dire, encore. Et du coup, c'est vrai que je l'avais vu en français et c'était vraiment une réplique culte. Ouais, ouais. Oui, mais Bon, bon, on il est est venu par les. personne qui a Ça a créé été cette dit. réplique. Oui. C'est chouette. Ok. Alors, on va terminer avec deux dernières questions. Marie, d'abord. Et la question la plus difficile, je pense, du coup, pour vous, ça va être la numéro Camille qui va vous la poser. La numéro, pardon, Camille. À vous. Alors, À vous, Marie. Oui. Donc voilà, donc notre avant-dernière question sera, celle-ci. Donc avez-vous un rapport cinématographique et cinéphilique particulier avec la ville de Cannes? bah, avec la ville de Cannes, pas particulièrement, mais avec le festival de Cannes, oui. Oui, voilà. Parce qu'en dehors Mais le reste de l'année, Cannes, j'ai pas particulièrement, je blague. On parle bien du festival de Cannes. Bah, En fait, bien évidemment, on va parler, oui, oui, on va hein. parler de Cannes en général, parce qu'il y a d'autres, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, on a une rencontre qui vient de Cannes, on va dire, mais voilà, il y en a toute l'année. Mais effectivement, là, c'est plus votre expérience à vous par rapport à quelque chose qui s'est passé à Cannes. Donc, Ah bah, essentiellement, festival. Cannes, c'est mythique. Cannes, c'est quand on est cinéphile, ben Cannes, c'est totalement incontournable dans le panorama du cinéma, qu'on soit spectateur, cinéphile, qu'on travaille dans l'industrie ou pas. Cannes, c'est un moment. À chaque fois que je suis allé à Cannes, ça a été un moment particulier parce que euh, quelquefois j'y allais pour le plaisir. En plus, j'avais de la famille là-bas, donc c'est très pratique. Et par moments, j'y suis allé parce qu'il y avait la projection d'un film sur lequel j'avais travaillé, tant pour les sous-titres, les films sont sous-titrés. Enfin, on montre bien évidemment les versions sous-titrées à Cannes, dans tous les festivals, et j'avais donc une relation particulière avec ce film, donc c'était encore plus émouvant. C'était le cas de Tout sur ma mère, le film d'Almodovar, où ça avait été un moment magique parce que toute l'équipe du film étaient là. Ce sont des gens que j'avais vus et revus à l'image, qui m'ont beaucoup ému. Et puis je me vois en train de danser le slow avec Penelope Cruz ou Marisa Paredes, parce que c'est une grande famille. C'est quand même assez extraordinaire, faut le dire. Et de rencontrer tous ces acteurs, Pedro Almodovar, tout ça, ça c'est magique. C'est le côté qu'on a, l'enfant qu'on a en soi, et qui d'un seul coup découvre et rencontre la star c'est comme cette émission là, vous savez, les stars qui vont chez vous là. C'était, c'était un petit peu ça. Donc ça, c'est la première chose concernant mon expérience. Sinon, bah, Cannes, pour moi, c'est l'idée du cinéma c'est là où se sont, par exemple, le cinéma asiatique. Dites-moi si je me trompe. Je pense que Cannes a révélé le cinéma asiatique au monde. Il me semble. En tout cas, c'est le festival où les films asiatiques ont eu Oui, vraiment leur heure de gloire. Donc ça, oui, bien sûr. moi qui adore le cinéma Et asiatique, on grâce à c'est Palme formidable. d'Or, justement, un grand nombre de personnes peut voir ces films, oui, bien sûr. Vous allez à Cannes, vous pouvez voir tout, Ouais. enfin, je veux dire, cinéma indépendant, cinéma d'auteur, la quinzaine, enfin les comédies, tout est là. C'est vraiment c'est un peu, pour moi, c'est un peu le paradis du cinéma, du point de Oui, vue oui. artistique. On est bien d'accord. Et tout ce qui découle, les rencontres, les rencontres qu'on peut faire avec des gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer, on connaît leur travail, on sait ce qu'ils ont fait, mais on n'aurait jamais l'occasion de les rencontrer ailleurs qu'au festival. On va être content de boire un verre avec un chef-op qu'on admire ou qu'on trouve formidable et qui va se rendre disponible. Il va dire, ah, mais comment on fait les sous-titrages, tout ça, c'est intéressant. Il va poser des questions. Donc, il y a un échange sur chacun, sur sa particularité dans le métier qui est super enrichissant. Donc ça, c'est ce que j'aime. Euh, voilà.
tapis rouge, tout ça, c'est bien, c'est très bien, c'est important. Mais c'est pas pour moi ce qui a. La preuve, c'est qu'il y a eu pour la première fois depuis je pense, l'édition de festival, la première édition où le festival en présentiel n'a pas eu lieu avec le Covid-19. Donc, je sais qu'il y a un web festival pour les acheteurs et les vendeurs. Ça m'a vraiment brisé le cœur, quoi. Voilà, il n'y a pas eu, il y a pas eu le festival. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, waouh, bien sûr, on a beaucoup de cinéphiles, violent. nous, quasiment des cinéphiles, et effectivement, c'était une grande tristesse pour les cinéphiles aussi, évidemment pour nous aussi, parce que c'est une passion qu'on met dedans, mais ouais, pour les cinéphiles, les étudiants en cinéma que sont mes collègues, là, évidemment. Bien sûr, Ah ben, bien Allez, sûr. Camille, Donc, on attend, quoi. Ah, c'est comment? pardon? toute l'année, presque toute l'année, on attend Cannes, et là, il n'y a pas Cannes, ça fait Mais bizarre, oui, quoi. mais il y a pas de thème. C'est pour tout le monde, pour la ville de Cannes aussi, enfin, c'est un événement mythique. Euh, et pas que. Enfin, je veux dire, il y a on a découvert des talents. Vous vous souvenez de Soderbergh, Sexe, mensonge, vidéo, ce gars, petit gars venu de nulle part, on sait même pas, qui nous fait un film sexe live, sexe, mensonge et vidéo. Les vidéos, ouais. Ah, et du coup, ça devient, voilà, il y en a tellement d'exemples. J'ai travaillé j'ai fait la version française d'un documentaire de Michael Moore qui s'appelle 9/11, 9/11, sur Mhm. justement sur fascinant travail puisque bon, il a eu la Palme d'Or. Jamais on n'aurait pu imaginer un documentaire sur un événement aussi difficile, aussi grave, mais ça a été récompensé. On n'a pas fait abstraction. Vous voyez, il y a voilà, moi ça me plaît. Bien sûr. Mm. Donc voilà, Et alors, Camille, allez, la dernière question, du coup. Oui, la la question une dernière. fois difficile. Alors, quel est pour vous le plus beau film du monde? Bon, et là, on perd Jean-Marc. Alors, je, je, Non, alors, je vais vous dire, c'est très ça va être peut-être un peu bête ou un peu trop ou un peu philosophique. Le plus beau film du monde, c'est un peu je dirais que c'est le film de ma vie. Non, je blague. Euh, il, alors, il n'y a pas de titre à donner. Moi, le plus beau film du monde, c'est le film qui me touche à moi, personnellement, qui ne vous toucherait pas à vous, personnellement, mais moi qui me touche parce que il porte en lui certaines choses qui me plaisent. C'est une vision du monde, comme tout artiste peut avoir, qui n'est pas la mienne, qui va m'ouvrir sur une autre vision du monde, de la réalité, qui va me permettre de me poser des questions sur justement, voilà, si vous voulez, moi le plus beau film du monde, c'est celui duquel je sors transformé, qui m'a marqué à tout jamais. Voilà. Il y en a eu beaucoup, donc il n'y en a pas un seul. Il y en a eu beaucoup. C'est celui qui a. Souvent, ce sont les films qui vont dénoncer, pour mon parcours de vie, qui vont dénoncer une injustice sociale, euh, une maltraitance, une déviance faite à des humains. Et c'est un sujet qui me parle. Et ça, ce sont des films qui me plaisent. Et pour vous en citer un sur lequel j'ai travaillé en version française récemment et qui a été la plus grande émotion de bout en bout. Depuis la vision du film, avant l'adaptation des dialogues, pendant l'adaptation des dialogues, pendant le casting de voix, pendant les enregistrements du film. C'est un film qui en anglais, qui a pour moi toutes les qualités que contiendrait le plus beau film du monde, qui s'appelle Just Mercy. En français, s'appelle La Voix de la Justice. Un film de Justin Daniel Cretton, tiré d'une histoire vraie en plus, d'un livre d'un avocat américain noir qui s'appelle Brian Stevenson, qui a combattu un des premiers avocats noirs diplômés d'Harvard dans les années 80, qui
au lieu d'ouvrir un cabinet lucratif à New York, étant donné qu'il était avocat d'Harvard, est allé dans les prisons dans les États du Sud pour découvrir avec horreur le nombre de condamnés à mort qui attendaient depuis des années, jusqu'à avoir 30 ans, dans les couloirs de la mort, leur exécution, alors qu'ils n'étaient pas coupables. Ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à le voir. C'est extraordinaire parce que il est évidemment passé inaperçu pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. C'est un film, pour moi, qui va être un film culte. A Just Mercy, avec Jamie Foxx dans le rôle du condamné à mort injustement condamné, dans le rôle de Michael Jordan dans le rôle de l'avocat, et je fais de la pub pour ce film parce que imaginez que j'ai travaillé avec des acteurs français noirs pour doubler des noirs on était avec des scènes extrêmement pénibles et extrêmement émouvantes. Et là, c'était j'ai jamais eu un moment aussi, je pense, aussi puissant depuis 34 ans que je fais ce métier et plus de 400 films à mon actif, on va dire, de doublage. C'est la première fois que je pense encore à ce film. Just Mercy. Ben merci. Il est sorti effectivement il y a pas longtemps et je pense qu'il est un peu passé inaperçu effectivement. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Ben, c'est bien, vous faites bien. Merci beaucoup. C'est ce qui représente pour moi le plus beau film du monde. Défendre, dénoncer une injustice sociale internationale, j'ai envie de dire. Merci. Alors, on a juste, avant de lancer les remerciements, je voudrais juste vous demander, Jean-Marc, ne raccrochez pas tout de suite après. On a une question de Marie, une question un peu personnelle pour Marie. Mais donc, pour clore pour le public, on vous remercie vivement, Jean-Marc. Merci à vous. Merci. Merci On remercie aussi, je remercie Camille, Enzo, Myriam, Marie et Manon. Et je remercie également Grégory qui est à la technique. Voilà, merci à tous. Et à très bientôt pour une prochaine rencontre.